Mystères et légendes. Présenté par Emma Hollen. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à vous prévenir que cet épisode va forcément parler de mort, mais aussi de blessures et d'abus de substances. Je laisse donc quelques instants aux jeunes oreilles et aux âmes sensibles de passer sur un autre épisode, et aux autres, je souhaite une bonne écoute. Dans l'après-midi du 25 juin 2009, le chanteur Michael Jackson meurt à l'âge de 50 ans. Les circonstances de sa mort soulèvent un torrent de questionnements, d'enquêtes et d'accusations. Les fans sont dévastés. Twitter, Wikipédia et le site du Los Angeles Times crachent sous l'afflux des internautes. Même les employés de Google pensent être victimes d'une cyberattaque lorsque des millions de requêtes pour Michael Jackson sont simultanément entrées dans le moteur de recherche. La nouvelle cause un choc international. Et pourtant, certains refusent d'y croire. Dans les mois puis les années qui suivent, des dizaines de photos sont postées, des centaines de vidéos publiées, des milliers de messages échangés sur les forums par des gens qui sont persuadés que Michael Jackson est toujours vivant. À l'occasion de la sortie du film Michael, non, cet épisode n'est pas sponsorisé, je vous propose de plonger ensemble dans l'Internet des années 2010 pour découvrir comment naissent les légendes à l'ère du digital. D'abord, on va avoir besoin d'un peu de contexte. En 1984, lors du tournage d'une pub pour Pepsi, un accident bouleverse la vie de Michael Jackson. Alors qu'il est en train de descendre d'une estrade, une explosion pyrotechnique met le feu à ses cheveux. L'artiste est immédiatement entouré de toute son équipe, mais il est déjà trop tard. Son crâne a subi des brûlures au second degré, nécessitant la prise d'opioïdes, de puissants analgésiques, pour calmer la douleur. Par la suite, Michael Jackson passe plusieurs fois sous le scalpel des médecins pour tenter de réparer la zone brûlée, prolongeant son calvaire de plusieurs années. Petit à petit, le chanteur développe une addiction aux antidouleurs. En 1993, il réalise un séjour dans un centre de désintoxication, mais sa rémission est de courte durée. En 1999, un second accident le fait replonger dans les opioïdes. Au cours d'un concert de charité à Munich, une erreur technique fait chuter la plateforme sur laquelle il se trouve de plus d'une dizaine de mètres. Jackson, comme le grand performeur qu'il est, continue de chanter comme si de rien n'était, mais il s'est quand même fait une entorse à la cheville et sa colonne vertébrale a subi des dommages sévères. Dès la fin du concert, il est emmené à l'hôpital en ambulance. On lui administre un nouveau traitement d'antidouleur et le roi de la pop retombe dans son addiction passée. En parallèle, son entourage découvre que Michael Jackson est devenu insomniaque. Électrisé par ses concerts et ses répétitions, il est de plus en plus incapable de trouver le sommeil autrement qu'artificiellement. Lorsque les somnifères ne lui suffisent plus, il recrute un anesthésiste qui le suivra partout où il ira. Les médias américains sur le pied de guerre pour l'ouverture du procès de Michael Jackson qui comparaît à partir de demain en Californie pour une affaire d'addiction. Dans les années 2000, la carrière du chanteur entame un plongeon irréversible. Si vous êtes né au début des années 90 ou plus tôt, vous vous souvenez sûrement du procès de Michael Jackson. Accusé par plusieurs victimes d'abus sur des mineurs, l'artiste tombe brutalement de son piédestal. Même si aucune charge n'est officiellement retenue contre lui, son image publique prend un coup considérable. Son nom est étalé dans tous les journaux du monde et dans de nombreux foyers, il prendra une connotation peu enviable. En réponse à ces événements, le chanteur s'échappe d'abord à l'étranger, puis il finit par se replier dans sa résidence de Neverland en Californie. Il devient renfermé, son comportement erratique. Sa famille et ses amis s'inquiètent de son état mental. Jackson doit également faire face à d'importantes pressions financières. Son dernier album date de 2001, son dernier concert de 2002, et pendant ce temps-là, ses dettes continuent de croître. À sa mort, elles atteindront un total de 500 millions de dollars. L'artiste a besoin de signer un deal et rapidement. Entre en scène AEG Live, un organisateur de concerts qui souhaite organiser un dernier comeback, la fameuse tournée This Is It. This is it, the king of pop, live at the O2. Le contrat est signé, la société AEG recrute un médecin du nom de Conrad Murray pour suivre l'état de santé de Jackson et les répétitions commencent.
no second verse. Sorry. Okay, sorry. That was a mistake. There is no second verse. Sorry about that, you guys. Il ne faut pas longtemps à l'équipe pour constater que même si le chanteur met tout son cœur à l'ouvrage, son état physique et mental se dégrade à vue d'œil. Michael Jackson est squelettique, il est affaibli. Il développe des comportements obsessifs compulsifs, est atteint d'anxiété et de paranoïa. En plus de l'Oxycontin et du Demerol qu'il continue de prendre quotidiennement contre ses douleurs, il est également sous anxiolytique et sous antidépresseurs. Tous les soirs, pendant 2 mois, il s'endort avec une perfusion de propofol, un puissant anesthésique général normalement réservé au contexte hospitalier. Plusieurs amis et collègues tirent la sonnette d'alarme et demandent à ce que la tournée soit annulée, ou du moins repoussée, mais la direction d'AEG refuse d'entendre raison. La nuit du 24 juin, Michael Jackson ne parvient pas à trouver le sommeil. Le médecin Conrad Murray lui administre des anxiolytiques à plusieurs reprises, puis un sédatif, sans succès. Le chanteur n'arrive à dormir qu'une dizaine de minutes au total. Finalement, vers 10h45 du matin, sur l'insistance d'un Michael Jackson épuisé, Murray finit par lui injecter une dose de propofol mélangée à un anesthésique local. Il quitte la chambre un instant pour se rendre aux toilettes, mais à peine est-il revenu qu'il trouve son patient en arrêt respiratoire. Ni les efforts du médecin, ni ceux des secours ne parviendront à sauver le roi de la pop. À 14h26, sa mort est officiellement prononcée par le centre médical UCLA, causée par le cocktail d'anxiolytiques, de sédatifs, d'antidouleurs et d'anesthésiques qu'il a reçu durant la nuit. Le 7 novembre 2011, Conrad Murray est jugé coupable d'homicide involontaire et condamné à 4 ans de prison. Dès les premières heures qui suivent l'annonce de la mort de Michael Jackson, les théories les plus folles commencent à émerger sur le web. Un article du Daily Mail, sorti le lendemain de la nouvelle, nous offre un florilège de quelques-unes des hypothèses les plus savoureuses. Le site 68 Comeback affirmerait que le chanteur serait allé rejoindre Elvis Presley dans son bunker secret. Car oui, Elvis a lui aussi été l'objet de ce que l'on appelle une légende survivantiste. Autre histoire, un employé de UCLA aurait confié aux journalistes que Jackson se serait enfui de l'hôpital déguisé en nonne, avec pour projet de s'installer comme marchand de fruits dans les Caraïbes. Quant à la fan Eliza Chan, elle aurait vu son idole enfiler un jetpack avant de s'enfuir pour l'aéroport de Los Angeles. De là, il serait parti visiter son lieu de naissance avant d'acheter un aller simple pour le Groenland. Humour ou croyance sincère ? Peut-être un peu des deux, une façon de nier encore quelques instants la disparition de l'artiste. Mais certaines théories semblent un peu plus sérieuses que les autres. Par exemple, le blogueur People Perez Hilton affirme que Michael Jackson aurait mis en scène sa mort pour échapper à ses obligations envers AEG. Sur le forum du site Digital Spy, un utilisateur renchérit en avançant qu'il aurait également pris une nouvelle identité pour se débarrasser de ses dettes, et probablement du scandale des années précédentes. Sur le site du Denver Post, un internaute écrit qu'il s'agirait d'une ruse pour vendre plus d'albums. Des billets de blog au forum en passant par les réseaux sociaux, la rumeur qu'on surnommera MJ is Alive commence à se répandre comme une traînée de poudre. 2 mois plus tard, fin août 2009, une vidéo postée sur YouTube l'a fait exploser pour de bon. L'image est tremblante, pixelisée, manifestement capturée en secret. Un camion de médecins légistes se gare dans un parking souterrain. Ouvrant la portière arrière, un homme en costume noir fait descendre une personne du van. Une personne de taille moyenne, aux cheveux noirs mi-longs et portant une chemise ample blanche et un pantalon noir. On ne voit pas son visage, mais le titre de la vidéo ne laisse pas de place au doute. Michael Jackson vivant, vu en train de sortir du camion du légiste. Point d'exclamation. En 24 heures, elle est visionnée 880 000 fois, créant un buzz instantané. Mais dès le lendemain, la vidéo est retirée de la plateforme et le média allemand RTL annonce qu'il s'agissait en fait d'un canular. Leur objectif, prouver à quel point il est facile de manipuler les internautes. Mission réussie, puisque la vidéo est téléchargée, republiée, partagée sur les réseaux et fait encore plus grossir la rumeur. Sous une de ces vidéos republiées, visionnée 3,2 millions de fois au moment où j'écris ces lignes, de nouveaux commentaires continuent d'être postés encore aujourd'hui, affirmant qu'il s'agit bien de Michael Jackson et que sa mort était donc une mise en scène.
Depuis, de nombreuses autres prétendues apparitions du chanteur se sont ajoutées au dossier. Images photoshopées, sosies ou même, mon préféré, une silhouette dessinée par un chapeau posé sur un sac à dos sur le siège arrière de sa fille, Paris Jackson. Mais attendez, les preuves avancées par les fans ne s'arrêtent pas là. Ceux qui se surnomment les « believers », ceux qui croient que Michael Jackson est toujours vivant, ont constitué une longue liste d'arguments pour étayer leur théorie au fil des années. Par exemple, dans le documentaire amateur « Alive, is Michael Jackson really dead ?», la réalisatrice Pearl Jr. liste le fait que la tombe de Michael Jackson ne porte pas de nom, que sa famille avait l'air trop joyeuse dans les jours suivant sa mort, que son deuxième prénom n'est pas tout à fait le même entre son acte de naissance, Joe, et celui de décès, Joseph. Des arguments peu convaincants, qui essaient souvent de faire pencher des éléments factuellement ambigus en faveur de la rumeur. Par exemple, elle souligne que le rapport du médecin légiste ne mentionne pas la brûlure sur le crâne du chanteur, prouvant qu'il ne s'agit pas de Michael Jackson. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Déjà, notons que l'artiste a subi plusieurs interventions esthétiques depuis l'incident Pepsi. Les brûlures ne sont donc probablement plus si visibles que ça. Ensuite, c'est principalement le haut du crâne de Jackson qui a été touché, et pas de manière très uniforme. Les photos de l'époque montrent une zone à vif qui pourrait ressembler à une calvitie naissante. Et justement, le rapport du légiste mentionne que, je cite, « les cheveux du défunt sont clairsemés et connectés à une perruque ». Il est donc très possible que le médecin ait pris la zone anciennement brûlée pour un début de calvitie, voire qu'elle n'ait pas été si visible que ça. Dans la liste des autres arguments qui ont été proposés pour affirmer que le roi de la pop serait toujours vivant, on trouve le fait qu'il aimait porter des déguisements élaborés pour passer inaperçu. Des indices laissés aux fans, comme le chiffre 7, son chiffre porte-bonheur, sur l'ambulance qu'il a emportée à l'hôpital, le cercueil fermé durant ses funérailles, ou une discussion rapportée durant laquelle il aurait dit vouloir être cloné. Mais au final, aucun de ces arguments ne parvient vraiment à convaincre ou à dépasser le domaine de la pure spéculation. Le simple fait qu'un homme ait été envoyé en prison pour l'homicide involontaire du chanteur devrait suffire à nous convaincre que celui-ci est bel et bien parti pour de bon. Derrière ces théories, ces discussions, ces photos, il faut plutôt voir une communauté de fans qui n'a jamais vraiment pu accepter le départ de leur idole. Encore aujourd'hui, certains rêvent à un comeback explosif, à la révélation que tout ça était une performance, un canular, un projet de film, une œuvre d'art. Au fond, ils n'ont pas tout à fait tort. Michael Jackson n'est jamais vraiment mort. Il continue de vivre dans la mémoire de ses plus grands adeptes, dans leurs chorégraphies, leurs imitations et leurs hommages. Si sa vie a été pour le moins controversée, on ne peut pas lui retirer que son art est immortel. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser une note, un commentaire, à le partager autour de vous. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour toujours plus de mystères et légendes.